Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo au musée Sandelin. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste audomarois. Vous le connaissez sûrement parce qu'on a un énorme tableau dans l'escalier d'honneur du musée Sandelin, c'est Léon Belly. Et avant, bien sûr, de découvrir les sirènes, de redécouvrir peut-être pour certains d'entre vous les sirènes, on va parler un peu de son histoire, d'où il vient, comment il est arrivé à être quand même assez reconnu, et non pas pour les sirènes, pour plein d'autres choses. Donc Léon Belly est né en mars 1827 à Saint-Omer, né d'un père qui était capitaine d'artillerie et chevalier de la Légion d'honneur, et d'une mère assez attirée par les arts, qui était elle aussi peintre miniaturiste quand même assez reconnue sur l'Audomarois. Donc malheureusement, son père décède assez tôt, donc c'est sa mère qui va l'élever, et cette mère va vraiment lui donner le goût du beau, l'amour du beau et le zèle du bien, comme certains diront. C'est vraiment elle qui va l'initier à l'art en règle générale, et Léon Belly va donc trouver tout simplement cette vocation de peintre qui va être très bien accueillie par sa famille, puisque eux-mêmes sont attirés déjà par les arts, ce qui est quand même assez rare à l'époque, parce qu'on est au 19e siècle, il faut que l'homme puisse avoir un revenu assez fixe, c'est le début aussi de l'industrie, donc on va plutôt s'intéresser aux industriels qu'aux peintres pour avoir le meilleur gendre possible. Mais ça, c'est pas quelque chose qui va gêner Léon Belly, il va suivre sa voie, sa vocation, et choisira lui-même son propre maître, qui s'appelait Constant Troyon, qui est assez reconnu aussi pour avoir fait partie de l'école de Barbizon, mais ça je vous en parlerai après. Alors Léon Belly va suivre son apprentissage avec Troyon, et puis dès 1850 il va commencer à faire des voyages, son premier voyage en Orient. Donc il va commencer par la Grèce, passer par la Syrie, la Palestine et finir en Égypte. Effectivement, il va quand même avoir un gros coup de cœur pour ce pays. De là, il va ramener de cette première expédition, qui a quand même duré un an, déjà des dessins préparatoires qui lui permettront de créer plusieurs tableaux qui seront présentés au salon de 1853. Alors on n'en a pas malheureusement ici, mais leurs noms notamment sont les bords de la mer Morte et les environs de Naplouse en Syrie. Donc ces deux tableaux vont vraiment être très très bien accueillis par la critique. On va même déjà parler de Léon Belly comme un nouvel orientaliste, ça aussi on en parlera plus tard dans la vidéo. Malgré tout, dès 1854, Léon Belly va se recentrer sur des paysages plutôt français, et il va aussi faire la rencontre de grands peintres de l'école de Barbizon, donc notamment Corot et Rousseau, qui vont vraiment l'initier à ces types de paysages. Alors qu'est-ce que c'est que l'école de Barbizon ? Tout simplement, Barbizon, c'est une ville dans la forêt de Fontainebleau, et c'est un lieu où vont se rejoindre une bonne cinquantaine de peintres, un bon groupe de peintres qui vont eux chercher à fuir l'industrialisation, qui est vraiment dans son essor le plus grand, en tout cas en France, et ils vont plutôt prôner la beauté naturelle et harmonieuse, et non pas tout ce qui est l'industrie d'aujourd'hui. Ils vont essayer de retrouver ce côté nature, et c'est notamment ce qui va plaire. Cette école de Barbizon, elle va durer environ une bonne cinquantaine d'années, entre 1825 et 1875. Ils vont quand même être assez reconnus, si pas une petite période sur le 19e siècle en ce qui concerne l'art. Donc vraiment, ils étaient spécialisés dans le paysage français, harmonieux, alors peut-être avec un petit côté de romantisme aussi. Donc voilà, ces peintres vont quand même être très très importants au 19e siècle. On ne peut pas dire que Léon Belly va en faire partie, mais en tout cas il les a côtoyés. Donc à un moment donné, justement vers 1854, ce qu'il va produire seront des paysages français, et donc qui correspondent à l'école de Barbizon. Alors attention, il faut savoir que les paysages au 19e siècle ne sont pas toujours très très bien accueillis. Alors je vais l'expliquer pourquoi je vous dis ça. En fait, il faut savoir qu'au 19e, les compositions picturales, les peintures en tout cas, elles sont encore très ordonnées. Le plus beau genre, le plus grand genre, c'est la peinture d'histoire. Alors que le paysage, lui, est considéré encore comme un genre mineur.
malgré le fait qu'on s'intéresse de nouveau aux grands peintres européens du XVIe et du XVIIe qui faisaient beaucoup aussi de paysages. À ce moment-là, le paysage, lui, il est plus considéré comme une partie de la composition d'un tableau et non pas comme un sujet propre. En tout cas, ce n'est pas encore bien reconnu par l'Académie à ce moment-là au XIXe siècle. Donc il y a vraiment tout ce travail qui va être fait, le travail de société, le travail de peinture, qui va permettre d'apprécier de plus en plus les paysages. Et Léon Belly va vraiment être reconnu pour ça, et notamment les paysages d'Orient. Il a présenté à un salon en 1855 plusieurs de ses tableaux qu'il avait fait à Fontainebleau, mais très rapidement, quelques mois après, il va repartir en voyage en Égypte jusqu'en 1856, où là, il va de nouveau travailler les paysages. D'ailleurs, vous avez un tableau juste derrière moi qui s'appelle Les bords du Nil, le Caire, qui date de cette période, de ce second voyage en Égypte. Il va continuer ses voyages, il y en aura encore un troisième en 1857, et vraiment le moment où il va être reconnu, où sa réputation va s'établir, c'est au salon de 1861, où il va présenter ce tableau, donc ça s'appelle Les pèlerins allant à la Mecque. Il va vraiment être très très bien reconnu, et Émile Michel dira même que c'est la plus vraie et la plus reconnaissable des représentations de l'Orient. Donc vraiment là, il va être sous les commandes, hein, plein de commandes vont lui tomber dans les bras. C'est vraiment sa réputation qui va être établie à ce moment-là. Donc on peut, je ne vais pas dire que sa carrière va vraiment débuter à ce moment-là, parce qu'il était déjà fort demandé, mais vraiment en tant qu'orientaliste, ça va se fixer et il va continuer à réaliser des paysages, ou même on va le voir, des représentations d'hommes ou de femmes d'Orient, très réalistes, avec beaucoup de puissance dans les traits. Voilà, Belly va vraiment s'imposer en ce moment-là comme un orientaliste. Alors, qu'est-ce que l'orientalisme? Ça, c'est comme même quelque chose qui serait important à vous énoncer. Alors, l'orientalisme, c'est tout simplement le goût hein, pour l'Orient, pour ces pays souvent d'Afrique du Nord et aussi d'Arabie. Comment ça va s'inclure dans le genre, dans les mentalités, dans les goûts? C'est dès 1830. Alors, il y a plusieurs raisons qui sont avant tout politiques. La première, qui est quand même assez ancienne comparée à 1830, c'est celle où Napoléon va faire sa campagne d'Égypte. Il va arriver en 1798 en Égypte. Il va être accompagné de savants et aussi d'artistes qui vont révéler au monde des sites et des monuments égyptiens, en tout cas d'Afrique du Nord. Le fait aussi que l'occupation française va durer 3 ans, ça va ajouter, ça va alimenter ce qu'on appelait l'égyptomanie à l'époque. Donc vraiment, déjà, il y a un goût pour ces pays qu'on connaît quand même encore assez peu à cette période-là. Il y a aussi d'autres choses, d'autres événements politiques, comme par exemple le fait que les Grecs vont essayer de trouver leur indépendance face à l'Empire ottoman. Et la dernière raison, vraiment l'une des peut-être les plus importantes, c'est la colonisation de l'Algérie dès 1830, qui va vraiment permettre de rencontrer cette culture de l'Afrique du Nord, et beaucoup de Français vont commencer à s'y intéresser. Un petit peu plus tard, bien après 1830, on a quand même d'autres faits, comme par exemple la création du canal de Suez en 1869, qui va vraiment être aussi très important pour cette liaison entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Et puis aussi un autre, c'est tout simplement les transports. Déjà en Europe, ça va être une révolution pour pouvoir voyager, mais là aussi, on va pouvoir aller encore plus loin et donc avoir plus de curiosité pour ces contrées qu'on connaît beaucoup moins. Donc l'orientalisme va vraiment couvrir tout le 19e siècle, et on a ces artistes comme Léon Belly qui eux vont vraiment vouloir travailler et faire découvrir au monde la beauté de cet Orient. On le voit déjà un petit peu hein, sur le tableau qui est derrière moi, pourtant il est de 1855. Il va travailler les couleurs, c'est très caractéristique de Léon Belly, hein, les dégradés de couleurs, pour nous faire ressortir l'aridité des sols, mais aussi l'harmonie qu'on peut avoir entre le sol et le ciel. On va avoir, lorsqu'il y a des personnages sur ces tableaux qui sont très puissants, qui sont en train de faire vraiment des efforts, ou sinon très marqués par les traits qui permet de voir peut-être un caractère. Il faut savoir que Léon Belly, pendant tous ses voyages, va s'exercer à apprendre l'arabe égyptien pour pouvoir vraiment converser avec les habitants
échanger, savoir comment ils vivent. Ça aussi, c'est très important que les artistes puissent s'imprégner dans la totalité de l'environnement, d'un paysage, d'une personne, peu importe quel que soit leur sujet, il faut qu'ils s'imprègnent de ce qu'il y a autour d'eux pour pouvoir le rendre au mieux, en tout cas pour ceux qui essayent de faire la plus belle réalité des choses. C'était vraiment important pour Léon Belly à ce moment-là. Donc nous, là, on va passer à quelques autres tableaux, parce que celui-ci, vous l'avez sûrement bien observé depuis que je commence à parler. On va aller voir une vue du mont de Mokatan, qui lui aussi est quand même assez remarquable. Donc là, on se trouve devant ce tableau qui s'appelle la vue de Mokatan au Caire. Alors là, ici, on est sur un tableau avec une forme assez particulière. Il est très horizontal, mais c'est voulu. Déjà, on va parler de son ensemble. Vous voyez, ce cadre, il est quand même assez épais. C'est très caractéristique du 19e siècle. L'épaisseur, la grosseur, le fait qu'il soit fait principalement en plâtre qu'on va dorer, et aussi qu'on a tout autour du cadre ces feuilles de laurier. Donc c'est vraiment très caractéristique de l'époque. Donc ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on voit que c'est le cadre d'origine. Donc il a été confié au musée Sandelin en 1925, ce tableau. C'est un don de la famille, donc de la fille de Léon Belly. Et c'est une vue quand même assez particulière. Donc on va le décortiquer tout doucement. Il y a déjà cet avantage, c'est que Léon Belly a réfléchi plan par plan, ce qui nous permet d'avoir de la profondeur. On va avoir ce premier plan ici où on a l'impression que c'est très aride, mais bien sûr nous sommes dans un désert, avec ces petites touches qui nous permet déjà d'avoir un premier plan. Un second plan ici où on a un creux. Alors bien sûr, le détail des couleurs, le dégradé des couleurs est remarquable, ou éventuellement on pourrait imaginer quelque part dans cette vallée un village, une première chaîne de montagnes, et puis de nouveau à l'arrière-plan une autre plaine et une autre chaîne de montagnes avec des couleurs qui se confondraient presque avec le ciel. Là ici, le dégradé de couleurs de Léon Belly est vraiment magnifique. On va d'un ocre assez foncé vers un bleu qui se fonce au fur et à mesure que nous levons les yeux. Donc ça nous permet vraiment d'avoir cette profondeur. La profondeur, elle va être aussi ajoutée par toutes ces petites notes verticales, notamment ici sur la corniche du mont, en tout cas de la première chaîne de montagnes, mais aussi des montagnes pour donner de la hauteur, mais aussi de la profondeur au tableau. Le dégradé de couleur est vraiment remarquable, et le fait qu'il ait choisi ce format à l'horizontale oblige aussi le spectateur d'aller de gauche à droite, de faire des allers-retours lorsqu'il observe, pour bien observer chaque plan. Donc on a tendance à regarder d'abord ce plan au milieu, puisque c'est la vue du Mokatan, bien entendu, qui est le sujet principal, mais très rapidement on revient par le début, ce creux, de nouveau cette chaîne de montagnes, et puis on finit avec cet horizon qui se confondrait presque. Donc encore une fois, la particularité, les caractéristiques de Léon Belly, c'est ces dégradés de couleurs qui nous permet de voir l'aridité des sols, mais aussi, alors je ne sais pas si vous le ressentez derrière votre écran, mais ce tableau nous apaiserait presque. On a vraiment une ambiance chaleureuse qui en découle alors qu'on n'a pas de vie. C'est juste un magnifique paysage. D'une chaleur, d'une ambiance assez paisible, quelque chose de calme. Ça aussi, il a voulu le représenter dans ses œuvres, parce qu'il y a des endroits, en Égypte, à son époque en tout cas, où c'était très paisible, très calme, très chaleureux, malgré le fait qu'on avait une immensité devant nous. C'était quelque chose d'assez particulier. Donc vraiment là, pour le coup, Léon Belly nous a très bien transmis ce à quoi ressemblaient ces grandes étendues désertiques qu'on pouvait trouver en Égypte. Alors après cette vue, après ce salon de 1861, arrive une nouvelle chose dans la vie de Léon Belly, c'est sa femme. Il va se marier en 1862 avec Laure Close, qui est la petite fille d'un industriel. Il va 2 ans plus tard acheter un domaine, il s'appelle le domaine de Montboulan, en Sologne. D'ailleurs, ce domaine va lui permettre d'avoir un environnement très propice au paysage. Alors certes, de nouveau des paysages français, mais il n'oublie pas l'Égypte. Alors même s'il ne va pas refaire tout de suite de voyage, il a gardé des dessins préparatoires, il a gardé sûrement des images dans sa tête qui vont lui permettre de dessiner plein d'autres choses. Et notamment ici, on a vu
le bord du Nil, pardon, où on voit que voilà, c'est mi-habité, mi-paysage. On a vu le paysage de la vue du Mokattam, pardon, et puis là ici on a 2 personnages qui ont été aussi réalisés. Alors, avant de commencer à parler de ces personnages, il faut savoir que Léon Belly a vraiment essayé de peindre tout ce qu'il y avait autour du Nil. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une obsession. Il a peint quand il était sur le Nil, sur la berge du Nil, au soleil levant, au soleil couchant, peu importe. Il a essayé vraiment de représenter tout ce qu'il voyait autour du Nil, et notamment ici 2 personnages qu'on appelle des fellahs. Donc là, on a un fellah homme, fellah femme. Alors, qu'est-ce que c'est que des fellahs? C'est un terme qui est employé en Égypte depuis la conquête musulmane pour différencier justement cette classe dominante musulmane et la classe paysanne soumise qui était donc les fellahs. Donc, voilà pourquoi ce terme. Et on a surtout sur ce tableau, on voit cet homme qui est en train de tirer quelque chose. On appelle ça un dahabieh, ou dabier, excusez-moi, je n'ai pas la prononciation. C'est une sorte de voilier assez long qui fait une trentaine de mètres de long, mais très peu large, environ 7 mètres, avec une voile à l'avant assez grande et une voile à l'arrière plus petite, avec un tout petit filet d'eau peut-être de 60 cm. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et ces voiliers existent depuis la nuit des temps. Je crois que celui qu'on connaît le mieux, c'est celui de Khéops. Donc c'est l'un des plus anciens. Et ces dahabiehs étaient notamment tirés lorsqu'il fallait remonter le Nil par ces fellahs. Nous, on sait que dans la région, par exemple, les péniches étaient tirées par les chevaux parfois. Donc voilà, c'est le halage qui se fait quand même de manière récurrente partout dans le monde. Et ces dahabiehs servaient soit de petites maisons ou grandes loges pour les préfets romains, donc comme quoi ça remonte vraiment à longtemps, ou encore au XIXe siècle pour les grands voyageurs richissimes, c'était leur hôtel particulier qui se déplaçait sur le Nil. Donc comme quoi les croisières aussi sur le Nil ne sont pas nées aujourd'hui. Donc peut-être que vous, si vous avez voyagé, ou si vous voyagez un jour en Égypte, vous pourrez avoir la même expérience sur un dahabieh. Parce que voilà, si vous regardez sur Internet, vous retrouverez très facilement des dahabiehs, de ces voiliers assez récents. Donc tout est possible si jamais ça vous intéresse. Et comme je vous le disais sur les caractéristiques de Léon Belly, c'est qu'il va faire ses dégradés de couleurs, mais lorsqu'il a des personnages, ces personnages vont vraiment être très travaillés. Il va vraiment chercher à rendre la puissance de ces personnages, et on le voit ici avec ce fait-là qui est sûrement contracté par l'effort. Il y a un détail sur la musculature, mais aussi sur l'expression du visage, sur sa posture, qui semble quand même assez naturelle. Ce n'est pas une posture qu'on retrouve nulle part, justement. Il y a vraiment un détail qui est fait. On travaille aussi sur les ombres et les lumières qui est fait. Ensuite, sur la femme fellah, c'est une dame qui est tout simplement assise sûrement sur un petit muret. Je ne sais pas si vous voyez bien de là où vous êtes. Et on retrouve aussi beaucoup le travail du drapé. Alors bien sûr, tout est assez foncé, sûrement qu'il a dû le peindre, ou en tout cas l'imaginer en soirée. Cette femme, elle est assise tout simplement, comme on peut voir une dame assise dans la rue aujourd'hui. Mais malgré tout, sur son visage, même si là, il n'est pas détaillé, on remarque des traits. Un sourcil légèrement froncé, une bouche assez fermée. Bon, peut-être pas un sentiment de joie sur son visage, mais en tout cas, on peut suggérer, en voyant cette femme, qu'elle a sûrement du caractère. Donc, ne serait-ce que ça, Léon Belly va vraiment tout travailler, tout ce qui va concerner ses voyages, ses rencontres. Il va nous les présenter dans ses divers tableaux. Alors, nous ne les avons pas tous, bien entendu. Il y en a une belle partie aussi qui se trouve au musée d'Orsay à Paris, parce que Léon Belly fait partie de ces grands peintres quand même du 19e siècle. Nous, pour ce qui est de l'orientalisme, voici, je vais dire, presque la totalité des œuvres que nous avons de lui. Il faut savoir que Léon Belly va se risquer. Il va risquer quelque chose dans sa vie. Il était reconnu comme un très grand orientaliste, etc. Et puis, il va peindre les sirènes, que nous allons aller voir. Alors, nous voici devant le tableau Les Sirènes, peint pour le salon de 1867. Alors, comme je vous l'ai dit, Léon Belly va se risquer à
tenter une peinture plutôt académique. Lui qui n'était pas habitué, il va se tenter à la peinture d'histoire. Et pas avec n'importe quelle histoire d'ailleurs, avec celle d'Ulysse et les sirènes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet épisode, c'est le chant 12 de l'Odyssée où Ulysse et ses compagnons ont été avertis par Circé qu'ils allaient devoir traverser le repère des sirènes et que ces sirènes attiraient par leur chant les marins qui se noyaient. Donc vraiment, c'était quelque chose où Ulysse était préparé. En voyant ce repère des sirènes arriver, il dit à ses camarades, à ses marins, de se boucher les oreilles avec de la cire et de l'attacher fortement au mât du bateau pour que lui puisse écouter le chant des sirènes. Surtout que Ulysse est quelqu'un de très rusé, mais aussi de très curieux. Donc voilà l'épisode qui est reflété ici, mais avant de vous parler plus en détail du tableau, avant que certains disent oui, mais les sirènes, ce ne sont pas des créatures aquatiques. Oui, effectivement, à l'Antiquité, c'était plutôt des oiseaux, une sorte de harpies, des femmes pas spécialement jolies, qui avaient une très belle voix certes, mais qui étaient ailées. Et leur chant, effectivement, attirait les marins dans l'eau qui se noyaient parce que c'est une époque où on n'apprenait pas à nager. On a appris à nager que très tard, au XIXe siècle. Donc voilà pour le contexte un petit peu historique propre à Homère, c'était plutôt des oiseaux. Mais en fait, au fur et à mesure des siècles, avec le Moyen-Âge aussi, on va lier les sirènes à l'élément aquatique et aussi les sirènes à la luxure, à la tentation. Ce sont celles qui représentent tous les vices, au final, au Moyen-Âge. Donc, ces sirènes représentées au XIXe siècle prennent les codes, certes, de l'histoire d'Homère, mais aussi les codes de comment se représentaient des sirènes au Moyen-Âge. Donc, voilà pour la petite aparté. Alors, Léon Belly va quand même choisir un format conséquent, hein, vous l'avez vu par rapport à d'autres tableaux, c'est quelque chose de très grand. Le tableau fait 3 mètres de large sur 3,63 m de haut. On parlera aussi de comment il est arrivé ici. C'est vraiment un très grand format. On verra aussi un peu plus tard les dessins préparatoires et la mise au carreau. Et le tableau de Léon Belly, malheureusement, ne sera pas bien accueilli par la critique. Hein, il le préfère en orientaliste, mais ce n'est pas grave. Parce qu'au final, Napoléon III l'achètera la même année, donc en 1867, et en fera don à la ville de Saint-Omer, comme on était souvent la coutume. Léon Belly va quand même être un peu déçu de cette appréhension, de cette critique faite par ses camarades, mais très rapidement, il va se remettre à l'orientalisme ou même encore au paysage français. Vous verrez vraiment sur les dessins et la mise au carreau qu'il va y avoir vraiment un grand travail de recherche et de détails dans ces travaux. Cependant, Léon Belly s'est quand même fortement inspiré d'un autre peintre, d'un autre tableau que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle L'arrivée de Marie de Médicis à Marseille par Rubens. Et on voit déjà là quelques similitudes, il va vraiment s'en inspirer. Alors attention, dans la peinture académique, souvent s'inspirer des grands peintres, montrer qu'on avait acquis des techniques des maîtres et donc on était capable de faire de belles choses. Notamment ici, les grâces ressemblent quand même étrangement aux sirènes que vous voyez derrière. La position d'Ulysse collée au mât, comme Marie de Médicis collée elle aussi au mât, la présence de la mer, la présence du bateau, il va vraiment s'en inspirer. Et pourtant, il y a plus de 2 siècles d'écart entre les deux. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ces comparaisons. Alors ce tableau nous est donné à Saint-Omer. L'année qui suit, il va y avoir une exposition sur Léon Belly à Paris. La ville va le donner gentiment non, pardon, je vous dis des bêtises, pas l'année qui suit, en 1878, l'année qui suit la mort de Léon Belly, pardon. Il y aura une exposition rétrospective à Paris. La ville ne va pas du tout rechigner à transporter cet énorme tableau jusqu'à Paris. Lorsqu'il reviendra, il sera installé dans les galeries des tableaux de l'Hôtel de Ville, qui est aujourd'hui notre théâtre. Ensuite, il reviendra au musée Sandelin pour faire un petit stage, mais on ne peut pas le conserver ici à cause de sa taille. Et puis, il partira s'installer dans l'escalier
de la bibliothèque de Saint-Omer jusqu'environ les années 60-70 avant de revenir de nouveau au musée Sandelin où il n'a plus été déplacé. On l'a gardé. Même quand il y a eu les dernières rénovations et restaurations de l'édifice, le tableau est resté là où il est aujourd'hui. On l'a juste bâché parce que c'est vrai que 3 mètres sur 3 mètres 63 sans le cadre, c'est déjà très difficile à déplacer. Les premières fois, on a dû le rouler. Donc pour éviter d'abîmer au maximum l'œuvre, on a décidé de ne plus le déplacer. Il trône magnifiquement bien quand même dans cet escalier d'honneur. Alors Léon Belly, après cela, va malheureusement vivre quelques difficultés. Il va être touché d'une grosse paralysie de 1972 à 1974. Après cela, malheureusement, les choses vont se corser pour lui. Il va perdre sa mère en 1976, dont il était très proche et il en sera extrêmement impacté, au point où il décédera en 1977 à Paris. Donc vraiment excusez-moi, je cherche le mot. Cette succession de mauvaises nouvelles ne vont pas l'empêcher de continuer de peindre. Il va d'ailleurs, sa dernière œuvre qui date de 1877, donc vraiment juste avant son décès, s'appelle Le Guet de Maubolan, sa propriété en Sologne, quelques mois avant qu'il décède. Donc il a continué à peindre jusqu'au bout. C'était quelqu'un plein de vocation pour la peinture et de goût pour cela. Donc malgré sa courte vie, parce qu'il n'a vécu qu'une 50aine d'années, il a quand même émis beaucoup d'œuvres qui représentent plein de choses. Il s'est testé à plein de choses. C'est vraiment un artiste qu'on pourrait dire complet, en tout cas pour ce qui est du domaine de la peinture. Alors maintenant, quand même, intéressons-nous un petit peu plus dans le détail sur cette œuvre. Comme je vous l'ai dit, ça représente Ulysse face aux sirènes dans l'Odyssée d'Homère. Donc Ulysse, on le voit bien quand même, il est très présent dans le tableau. Il est représenté en rouge, accroché à ce mât, en tout cas proche de ce mât. Il faut dire ce qui est, les marins ne l'ont pas trop attaché fermement. Sur cette dernière représentation, on voit juste à peine une corde enroulée autour de sa taille, mais ensuite autour du mât, donc c'est vraiment délicat. Derrière lui, on voit ces marins très concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire, parce que plus vite ils auront passé le repère des sirènes, plus vite ils pourront libérer leur capitaine. On voit en premier plan ces sirènes assez bien en chair, très pâles, très colorées, qui sont quand même représentées de manière assez belle, ces femmes. Elles ont de belles chevelures, une belle expression de visage. On a même peut-être les caractéristiques de la mode, en tout cas de la beauté, plus au XVIe et XVIIe siècle qu'au XIXe, où au contraire la taille devait être fine. Donc là, on retrouve l'inspiration de Rubens. Et puis dans le fond, quand même, ce paysage, ces montagnes conséquentes derrière, parce qu'avant l'épisode des sirènes, ils étaient passés par Caribe et Scylla, qui sont aussi 2 grands monstres marins cachés dans des énormes montagnes. Donc on a quand même un peu tout ça qui est représenté. Et ce qui est intéressant, c'est surtout l'utilisation, encore une fois, des couleurs de la part de Léon Belly. Il va représenter ces femmes dans un rose très pâle, très très clair. Les marins, eux, plutôt dans des couleurs plutôt marron foncé, ocre. Le paysage en bleu. Et puis on a ce personnage principal d'Ulysse qui lui est représenté en rouge, une couleur beaucoup plus vive qui va attirer beaucoup plus facilement l'œil de par cette couleur, mais aussi de par son emplacement dans le tableau. Alors il n'est pas tout à fait central, mais il est quand même très au milieu du tableau. Et cet effet est aussi intensifié par le regard des sirènes à l'encontre d'Ulysse. Notamment cette jeune femme blonde qui tient une lyre, elle a le regard vers Ulysse, mais aussi son bras, et toutes les autres regardent, alors on a beaucoup moins les expressions de visage, mais regardent dans la direction d'Ulysse. Donc vraiment tout est fait pour insister sur sa présence et sur quand même l'aspect central qu'il a dans l'histoire. Alors ici on ne le voit pas bien, mais je vous invite vraiment à revenir au musée et vous approcher plus du tableau. Même s'il est grand, il a des détails quand même assez particuliers, notamment au niveau des jambes des femmes. Là vous avez l'impression qu'elles sont totalement humaines, mais en fait la partie qui se trouve dans l'eau, ce sont des nageoires.
Donc vraiment, venez au musée, prenez le temps de l'observer dans son intégralité. Il y a ces petits détails qui nous permettent de comprendre l'histoire sans même peut-être même la connaître, ne serait-ce que par ce qui est exprimé là. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir les dessins préparatoires qui nous ont été donnés aussi par la fille de Léon Belli en 1925 et vous verrez que tout le travail est vraiment très délicat pour arriver à ce résultat. Alors, vous êtes dans un endroit privilégié, vous êtes dans le studio du musée Sandelin. On a pu sortir quelques dessins préparatoires et aussi la mise au carreau ou carroyage. Alors, les dessins préparatoires, on en a sorti vraiment que quelques-uns, mais on en a une bonne dizaine, voire même une vingtaine pour l'œuvre des sirènes de Léon Belli. Alors, avant de commencer, on va tout de suite parler de celui-ci, qui est donc la mise au carreau. Alors, qu'est-ce que la mise au carreau ou même le carroyage? C'est un quadrillage qu'on va faire sur un dessin préparatoire pour pouvoir ensuite sur la toile, qui est quand même grande, je vous le rappelle, pouvoir représenter chaque motif qui est dans le carreau. Donc, par exemple, cette partie-là de la voile, cette partie-là du visage. Tout ça, ça va vraiment permettre de faire petit à petit la remise du dessin sur le tableau avant de commencer à peindre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que la mise au carreau est assez différente quand même du tableau final, ne serait-ce que par la posture d'Ulysse, l'ajout de personnages ici, ou plutôt l'absence de personnages, la tête du bateau qu'il a ici ressemble à un bélier alors que nous avons aujourd'hui plutôt des ancres, le positionnement aussi de certaines femmes comme celle-ci, l'absence de paysage qu'il a sûrement dû faire à l'arrière et puis aussi la tenue du marin ici qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus paisible dans le tableau final alors qu'ici il a l'air vraiment de se débattre avec la mer et puis aussi la présence de cette femme que nous n'avons pas sur le tableau final. Réellement, sur le tableau final, nous avons celle-ci qui est représentée, celle-ci qui est représentée, celle-ci aussi et celle-ci aussi. Et ce qui est intéressant dans la représentation des sirènes, on verra après pour la représentation d'Ulysse, c'est que cette femme et cette femme sont très très bien détaillées dans les dessins préparatoires. Vous le voyez ici, on a un détail phénoménal, ne serait-ce que par les cheveux. Vous voyez sa tresse dans les cheveux, le mouvement de ses cheveux. La description aussi des mains et on voit même, alors je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, qu'il a gommé le positionnement de la main. Donc il y a vraiment tout un travail qui est fait, les courbes de son corps, le dos qui est musclé, on voit vraiment tous les détails représentés sur ce dessin préparatoire qui est déjà très grand pour un dessin, mais imaginez-le, sur le tableau final. On a aussi l'expression de la jeune femme blonde qui tenait la lyre tout à l'heure, qui est assez le même, qui ressemble quand même fortement à celui qui est sur le tableau. Donc pour ce qui est des sirènes, mais aussi des marins d'ailleurs, il en a représenté plusieurs, et surtout au niveau des marins, les marins qui étaient censés accrocher Ulysse. Alors je reprends l'histoire, Ulysse était censé pouvoir entendre l'histoire des sirènes, et les marins, eux, ramaient parce que leurs oreilles sont bouchées par de la cire. Sauf que ce qu'on n'avait pas mentionné précédemment, c'est qu'Ulysse va devenir fou. Il va crier à ses marins de bien vouloir le relâcher pour pouvoir aller rejoindre les sirènes. Et là, c'est plutôt ce moment-là qu'on voit Ulysse en train de se débattre, les personnes, les marins qui essaient de le retenir, de l'enchaîner entre guillemets, en tout cas de resserrer ses liens le mieux possible. On a le casque, il est beaucoup plus nu que sur la version finale d'ailleurs, mais là aussi on voit un grand travail des muscles sur le torse d'Ulysse, mais aussi sur les bras des marins, les expressions aussi de visage. On voit que malgré le fait que ça soit pas quelque chose de finalisé, plutôt quelque chose d'esquissé, il y a déjà beaucoup de travail, beaucoup d'observation de l'anatomie humaine aussi, qui est fait pour rendre la chose la plus réaliste. Et cependant, ce n'est pas du tout un Ulysse comme ça qu'on a de représenter. C'est plutôt un Ulysse stoïque, comme vous avez ici. C'est le dessin préparatoire le plus ressemblant, qui tient des deux mains le mât, qui a la tête recouverte d'un casque. Alors là, ici, il n'avait pas encore représenté dans sa totalité le pagne qu'il pouvait avoir. En revanche, on voit quelques traits
qui aurait pu donner l'idée justement de cette petite tunique rouge qu'il va avoir. Là aussi, on a un travail de mise au carreau qui est fait. Donc il y a aussi ce travail préparatoire qui est réalisé pour le personnage d'Ulysse. Alors vous voyez, au final, un tableau, ça ne se peint pas d'une main, ça ne se peint pas en un jour. Il y a vraiment tout un travail qui peut prendre plusieurs années pour certains. Le fait d'avoir des œuvres comme celle-ci et ces dessins préparatoires au musée Sandelin, c'est vraiment exceptionnel parce que ça nous permet de connaître tout le travail qui a été associé à l'œuvre et puis aussi le cheminement de création du peintre. Alors malgré le fait que Léon Belly n'a pas eu une bonne critique pour ce tableau, nous, de notre côté, avec notre recul, on se rend compte que c'est un grand peintre, orientaliste, mais qui aurait pu aussi faire de la peinture d'histoire sans trop de difficultés.